Connexion primordiale, le podcast avec Paul Landon, comme on dit, co-créateur de l'IMP avec Ludivine Beaubry, puisque je travaille avec Ludivine à l'évolution de l'IMP depuis 2014 maintenant. Donc voilà, ça fait 11 ans. Avant ça, j'ai créé les premiers cours tout seul comme un grand en 2010 et donné la première formation en 2011. Donc j'ai été un peu en solo 11, 12, 13 voilà, pendant 3 ans. Et puis en 2014, avec Ludivine, ça a commencé doucement. Et à partir de 2016, ça a été une coopération quotidienne. Et puis évidemment, nos vies ont, comme on dit, mergé, fusionné, voilà, professionnellement et personnellement. Alors c'est un épisode de la série En balade avec Paul, un épisode un peu informel comme ça. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'une chose très importante qui s'appelle l'observation. J'ai appris, c'est un peu bizarre de dire ça, j'ai appris l'observation de la part de Paul et Gail Denison de l'éducation kinesthésique. Et oui, encore eux. Je vous rappelle que Paul Denison est mon premier mentor, en quelque sorte, professionnellement parlant, s'entend, que j'ai enseigné pendant plus de 25 ans, 30 ans, l'éducation kinesthésique Brain Gym, plusieurs fois par mois dans beaucoup de pays, dans plusieurs pays. Beaucoup, non, j'exagère un peu beaucoup. France, Belgique, Suisse, et j'ai dû me promener à droite, à gauche, un peu en Allemagne, à d'autres endroits, pour assister à des congrès d'éducation kinesthésique. Donc voilà, n'exagérons rien. La francophonie. La francophonie proche de la France, parce que je ne suis pas allé en Afrique, ça aurait été génial. On a des Africains qui sont venus récemment se former. On a été invités en Afrique, mais c'est un petit peu compliqué pour nous d'aller là-bas. On aimerait bien pourtant, mais voilà. L'observation, c'est quoi cette affaire d'observation en IMP? C'est quoi cette affaire d'observation en Brain Gym? Et c'est quoi cette affaire d'observation en général dans la vie? Je pense que l'observation, c'est au fondement des qualités humaines. Je pense que notre cerveau peut fonctionner grâce à l'observation. On peut comprendre qu'une des... peut-être la qualité la plus importante avec la curiosité pour l'être humain, c'est l'observation. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, on n'oublie pas que... Vous vous rappelez ma passion pour la préhistoire et le fait que rien n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution, c'est que nous sommes des chasseurs-cueilleurs. Nous sommes des pêcheurs, charognards, cueilleurs, avant tout cueilleurs. 70% des calories largement de toute l'histoire de l'humanité venaient de la cueillette. Donc le temps le plus grand, c'est le temps de la cueillette. Et puis éventuellement un peu de viande récoltée ici ou là. Et puis beaucoup de produits de la pêche, des fruits de mer, etc., etc. Évidemment, les carcasses qu'on récupère que les autres animaux veulent bien nous laisser, etc. Donc, pour être un bon cueilleur, chasseur et même pêcheur, il faut être un redoutable pisteur. Toute notre vie dépend de notre capacité à pister, c'est-à-dire à suivre une piste, une track, faire du tracking, je suppose qu'on dit ça. Alors là, on pense tout de suite à la chasse, mais évidemment, c'est exactement la même chose pour la cueillette. Si vous êtes un ou une cueilleuse, les femmes étaient chasseuses aussi, les hommes sont cueilleurs aussi, bien entendu. Il faut connaître les endroits, il faut se repérer dans la forêt, il faut observer énormément. Donc que vous soyez cueilleur, chasseur, pêcheur, etc., nous sommes de redoutables observateurs. Le plus observateur d'entre nous, c'est celui qui va trouver et pouvoir récolter le plus à manger. Et donc les humains ont développé dans le passé, on a complètement perdu ça aujourd'hui, à un point qu'on n'arrive pas à imaginer ce que c'est, mais l'être humain à la base est un excellent observateur du monde qui l'entoure, de la nature, des animaux, des plantes, etc. Vous pouvez vraiment mettre ça en parallèle avec un chien. On sait qu'un chien, le chien, alors j'ai lu les chiffres récemment, voilà, évidemment il m'échappe, il a au niveau de l'odorat de 10 000 à beaucoup plus que ça fois sens de l'odorat développé que nous. Est-ce que vous pouvez imaginer un monde, on ressent pas mal de trucs avec notre nez, hein, c'est pas notre sens prédominant nous les humains, mais où vous sentiriez 10 000 fois plus que ce que vous sentez maintenant. Imaginez, un petit peu, hein, c'est une expérience d'imagination, comment vous percevriez le monde, tout ce qui vous entoure, les feuilles, les animaux, les gens qui sont passés, les trucs, c'est phénoménal, la représentation mentale, si je puis dire, du chien, de son environnement par rapport à la nôtre, à travers l'odorat, est fondamentalement différente. Et c'est géant.
Eh bien, imaginez que nous, évidemment, nos sens prédominants, c'est la vue d'abord et puis l'ouïe, que vous ayez ça développé peut-être 10 000 fois de plus qu'aujourd'hui. Je vous donne une explication qui me vient de Frank Forensich dans son livre L'animal exubérant. C'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Alors, j'ai un petit doute là, est-ce que c'est dans L'animal exubérant ou Paléo Sapiens? On doit lire les deux de toute façon. Il dit à un moment donné, imaginez que, pensez à tout le corpus de ce que vous avez appris dans votre vie, tous les livres que vous avez lus, tous les feuilletons que vous avez regardés, tous les films, toutes les heures passées à l'école, toutes les publicités ingurgitées, toutes vos expériences d'apprentissage qui ont été formalisées par la société à travers les médias que propose la société, l'école, le boulot et tout. Nous, on a fait ça pour apprendre un certain nombre de choses. On a utilisé nos compétences intellectuelles, langagières, cognitives, etc. pour apprendre à lire, écrire, compter, et puis pour apprendre toutes les choses qui sont utiles ou pas dans notre monde moderne. On a lu des magazines, on a visionné des tonnes de trucs pour s'informer ou juste pour le plaisir et pour le loisir. Maintenant, imaginez que toutes ces heures, toute cette cognition ne soit pas au service de ce qu'on a nous appris, mais au service d'être un pisteur observateur. C'est ce que ça a été pendant des centaines de milliers d'années, même des millions d'années. C'est-à-dire toute cette énergie-là mise au service d'apprendre à lire la nature, d'apprendre à regarder autour de nous dans la nature, à apprendre à cueillir, à repérer les plantes, à savoir se soigner avec, comment on fait pour les préparer, etc. etc. C'est un savoir gigantissime qu'on peut à peine toucher du doigt par l'imaginaire. Les gens, j'ai lu un bouquin de Craig Foster, à lire absolument, La sagesse des océans, à lire absolument. C'est lui qui a fait le film La sagesse de la pieuvre, qui est disponible uniquement sur Netflix, c'est à voir absolument. Et lui, il a vécu pendant 10 ans à peu près avec les pisteurs San d'Afrique du Sud, ce qu'on appelle improprement en France les Bushmen, et c'est le peuple San. Ils sont considérés aujourd'hui comme les derniers représentants des derniers pisteurs et chasseurs-cueilleurs de la planète. Et il lui a fallu des années pour ne serait-ce que toucher du doigt un tout petit peu de leur savoir. Et quand il raconte ce que lui est capable de faire et ce qu'il a pu apprendre d'eux, par rapport à ce que moi je suis, que nous, simples lecteurs, nous sommes, ça dépasse l'imagination. Et ce que lui sait de cet art du pistage, c'est peut-être, admettons que ce soit que 10% de ce que connaissent les chasseurs San. Pour nous, ces 10%, ça semble gigantissime. Donc ça dépasse un peu l'imagination. Toute votre énergie de toute votre vie orientée vers la découverte, l'observation, la nature, les plantes, les animaux. C'est fantastique. Alors je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal et qu'il faut regretter cet autre temps, etc. Je dis juste, imaginez que notre cerveau à la base, notre système nerveux à la base, notre mental, notre cognition, tout ça, à la base, existe pour la chasse, la cueillette, la pêche. Alors pourquoi j'insiste encore une fois sur la pêche? Bon, pour plein de raisons. Je ne vais pas m'étaler ici que l'être humain dépend de la chaîne alimentaire marine, comme disait Michel Audin, à travers le iode, les oméga 3, etc., pour vivre correctement, que l'être humain s'est développé toujours en rapport avec les océans, les rivages, etc. Mais aussi parce que Craig Foster raconte comment il en est venu à utiliser l'art du pistage San, donc des improprement nommés Bushmen, chasseurs-cueilleurs, dans l'eau. Ça semble très, très bizarre parce qu'il s'est rendu compte, alors il a fait quelque chose d'un peu fou. Il s'est fait la promesse d'aller nager tous les jours, je dis bien tous les jours de sa vie, pendant 10 ans, dans l'eau de la pointe de l'Afrique du Sud. Et c'est un Sud-Africain, il habite en Afrique du Sud. Donc il habite, sa maison est sur la plage quasiment. Et tous les jours de sa vie, il va se baigner dans ce qu'on s'appelle la grande forêt de kelp de l'Afrique du Sud. C'est un des biotopes les plus riches de la planète, avec un foisonnement, une multitude d'animaux marins, c'est phénoménal, d'algues, c'est assez incroyable. C'est un des endroits les plus riches de la planète, voilà la pointe de l'Afrique du Sud. Sauf erreur de ma part, vous pouvez chercher sur la carte Cape Town, c'est A-P-E et T-O-W-N, c'est la pointe
vraiment de l'Afrique du Sud, et tous les jours il va se baigner. Alors je vous dis que le gars est balèze parce qu'il va se baigner sans combinaison, sans bouteille, en apnée pure, et sans combinaison. Or là-bas, l'eau est fréquemment à 10, 12, 14 degrés. C'est extrêmement froid. L'été, elle va jusqu'à 20 degrés, mais une grande partie de l'année, l'eau est à 16, 14 et jusqu'à 10 degrés, voire 8 degrés, ce qui est extrêmement froid. Et il le fait quand même tous les jours, tous les jours. Il a mis des années à s'adapter au froid, à aimer le froid et à pouvoir rester longtemps dans l'eau, tous les jours, à nager. Et il a cherché à transposer les techniques, c'est un peu bizarre comme ça, de pistage dans l'eau. Pourquoi il en est arrivé à cette idée? C'est qu'en devenant ami avec les animaux qui habitent là, et en particulier avec une pieuvre en particulier, encore une fois, regardez en toute urgence sur Netflix La sagesse de la pieuvre, évidemment en VO pour entendre sa voix et avec les sous-titres en français. Il a découvert que la pieuvre avait une sorte de schéma mental de son environnement. Il l'a retrouvé là, il l'a retrouvé là. Et ce schéma mental est tridimensionnel. Nous, sur la Terre, on a tendance à penser en 2 dimensions. Mais en fait, si on vit dans une forêt ou si on vit dans l'eau, il faut penser aussi la 3e dimension, la hauteur dans le cas de la forêt, et évidemment la profondeur dans le cas de l'eau. Et donc on imagine bien que tous les animaux marins visualisent leur territoire en 3 dimensions. C'est évident. Et donc il a commencé, et entendons-nous bien, il lui a fallu des années pour arriver à concevoir cette transposition du monde du chasseur-cueilleur à celui du pêcheur, en fin de compte, de celui qui vit dans l'eau. Donc c'est assez phénoménal. Son livre s'appelle La sagesse des océans. Il a été traduit en français sous ce titre. Malheureusement, le titre anglais, c'est Âme amphibienne, parce qu'il explique à quel point nous sommes amphibies, que nous avons besoin de l'eau, etc. En ceci, Michel Audin serait entièrement d'accord avec ça. Lui qui a écrit Homo et la planète océan et qui a toute sa vie travaillé sur l'eau, la naissance dans l'eau, etc. Et on regrette encore sa disparition à Michel, son décès cet été de 2025 à 96 ans. Mais voilà. Pourquoi j'insiste sur tout ça? C'est que je pense, à l'instar de Paul Denison qui m'a enseigné ce concept, et Gail Denison dans un autre domaine, on y revient, que l'observation, la capacité à observer, est sans doute une des compétences les plus importantes pour l'être humain. Parce que c'est comme ça qu'on connaît notre environnement, c'est comme ça que notre cerveau a appris à fonctionner au fur et à mesure des centaines de milliers d'années. Notre cerveau est un observateur et il observe en permanence avec les yeux, avec les oreilles, avec le toucher, avec tous nos sens sont orientés vers l'observation. Alors pourquoi c'est important? Parce que Paul Denison c'est un enseignant et lui il m'a souvent dit que si tu sais correctement observer, tu vas être capable de retrouver tout ce que j'ai découvert. Parce qu'en fait, on a des yeux mais on ne voit pas. On n'utilise pas notre observation. Vous savez très bien que c'est la même chose dans les conversations, on n'écoute pas. On sait ce qu'on veut dire à l'avance dès que la personne ouvre la bouche et on n'écoute plus, on est dans notre mental, dans notre tête et on n'est pas dans l'écoute de la personne. Je suis absolument 100% fautif de ça. Je suis un très très mauvais écoutant. C'est sans doute pour ça que je ne faisais pas un bon thérapeute et que j'ai abandonné ma carrière de thérapeute aussi vite qu'elle a commencé en 1 an à peu près. Et heureusement, je me suis orienté vers le brain gym et ça a changé ma vie. Puisque ce qu'on fait en IMP ou en brain gym, c'est absolument pas de la thérapie. On accompagne la personne et moi j'ai l'incapacité totale à me connecter avec les gens, à les écouter, à les comprendre, à développer l'empathie nécessaire pour faire ce merveilleux travail qui est le travail de thérapeute et qui n'est absolument pas dans mes cordes. Ce qui me pose aussi évidemment des problèmes dans mes relations courantes de la vie de tous les jours. Voilà, quelque chose que je m'efforce de faire mais pour lequel je dois dire que je suis assez mauvais. Même si grâce à Ludivine, j'ai pas mal progressé sur le sujet, mais on part de 0 pour arriver à 5 sur une échelle de 0 à 100 peut-être, aller à 10, à 15, à 20, mais pas plus. J'ai pas la moyenne. En tout cas, ici, là, c'est l'idée d'observer. Et pourquoi c'est important? Parce que quand on va travailler avec quelqu'un, la première chose à faire, c'est évidemment être ouvert pour observer ce qui se passe chez la personne, ce qu'elle nous dit, etc. C'est évident, on va recueillir de cette manière-là beaucoup d'informations qu'on pourra, entre guillemets, renvoyer à la personne pour lui offrir des prises de conscience et puis qu'elle puisse se rendre compte d'un certain nombre de choses. Mais c'est surtout qu'on va
enseigner aux gens la capacité à s'auto-observer. Parce que voilà, c'est ça qui est intéressant. Si c'est moi qui dis « Ah, j'ai vu votre posture, ça ne va pas, ceci, cela. Ah, ce type de mouvement, vous ne le faites pas correctement. Ah, vous pensez comme si, vous devriez penser comme ça. » Là, on n'est absolument pas dans une approche éducative, ni même dans de la thérapie. On est dans ce qu'on appelle de la correction. On voit ça, les gens disent il faut corriger, il y a un problème, on va corriger le problème. C'est évidemment à l'opposé de notre philosophie. Donc l'idée, c'est si la personne, on lui enseigne des pratiques d'auto-observation, et c'est le premier outil qu'on va faire, et c'est le premier outil qui va qualifier l'IMP, à l'instar du Brain Gym, comme une approche éducative. Plus le kinésithérapeute, plus l'orthophoniste, plus le psychologue, plus le médecin prend du temps pour observer les différentes dimensions, les différentes composantes d'un être humain, plus, à mon avis, il va être capable de faire du bon boulot. On a tous tendance à aller trop vite et à vouloir trouver tout de suite des solutions. Alors parfois, on aimerait bien, mais on ne peut pas. Je suis désolé, mais le médecin ou le kiné, c'est difficile. Il a quelques minutes par personne et je pense que c'est une perversité du système sans doute médical aujourd'hui que les gens n'aient pas le temps de se poser. Alors on va leur dire, allez voir le psy, là vous allez payer pour pouvoir parler. Mais là encore, voilà, j'ai des doutes. J'ai pas des doutes sur les psys et sur ce qu'ils font, mais sur le bien fondé de la démarche où on ne laisse pas suffisamment de temps et on ne valorise pas le temps que le médecin prend avec la personne. Donc c'est ça que je veux dire. Donc ce qui va être très important, c'est cette capacité d'auto-observation. Et donc en IMP, la première chose qu'on fait, c'est aider les gens à s'auto-observer. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire enseigner la pleine conscience et passer un temps fou à observer ses pensées. C'est quelque chose qui existe, mais il y a des gens qui font ça très bien, et nous, on ne fait pas ça. C'est d'observer les mécanismes de fonctionnement au niveau de nos mouvements primordiaux. Évidemment, vous en doutez, de nos schèmes primordiaux. Comment, première chose qu'on va observer, c'est comment je fonctionne dans mes 3 dimensions de l'espace, entre ma droite, ma gauche, mon haut, mon bas, mon avant et mon arrière. Donc ça va être une première chose majeure, c'est comment je m'observe dans mon fonctionnement corporel. Moi qui ai travaillé toute ma vie avec les enfants en difficulté scolaire, une des premières choses que je leur fais observer, et aux parents, et quand je dis que je les fais observer aux parents, c'est que je demande aux parents d'observer le fonctionnement de leur enfant, et je demande aux parents d'observer leur propre fonctionnement, qui peut être très souvent semblable, mais parfois différent de celui de leur enfant. Et en constatant ça, soit ils constatent, je suis pareil, donc tiens, c'est pas étonnant que mon enfant rencontre ces difficultés-là, d'ailleurs moi-même je les ai rencontrées, ou il est différent, et à ce moment-là je développe plus ma notion d'empathie et de comprendre mon enfant, en quoi cette différence par rapport à mon propre fonctionnement est importante et doit être respectée, et comment je peux l'aider dans sa différence. Donc une des premières choses que je fais, c'est de lui demander de faire des mouvements croisés, par exemple, et on s'aperçoit que la plupart des enfants, par exemple, en difficulté d'apprentissage, n'arrivent pas à faire le simple mouvement contralatéral et vont privilégier un mouvement homologue. Mais autre observation qu'on fait, il y a des centaines d'observations qu'on fait, littéralement. Et une autre observation qu'on fait de base, c'est des mouvements avec les yeux. Mets tes yeux en haut, en bas, à droite, à gauche. Et j'ai oublié de dire, sans bouger ta tête, mets tes yeux en haut, en bas, à droite, à gauche. Puis je lui dis, regarde mon doigt, et je fais de longs mouvements de poursuite horizontale pour croiser la ligne médiane. Et on va s'apercevoir, chez un certain nombre de personnes, beaucoup, que ces mouvements sont difficiles. Je ne peux pas le faire sans bouger la tête, par exemple. À ce moment-là, imaginez un peu, et c'est ce que j'explique aux gens, ils vont comprendre ça. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en classe ou quand vous êtes au bureau? Si à chaque fois que vous bougez vos yeux, ça génère des tensions au niveau du cou, au niveau de la gorge, au niveau de la respiration, au niveau de la posture, comment voulez-vous être capable de vous concentrer? Et pas étonnant que vous rencontriez les difficultés que vous rencontrez. Si je disais aux gens, j'ai vu ce qui se passe en vous, voilà le mouvement magique à faire, voilà la posture magique à prendre, je n'aurais pas éduqué la personne et je serais dans une démarche de prise en charge bien éloignée des valeurs d'IMP. Comme la personne va s'auto-observer, elle va être beaucoup plus motivée pour ensuite pratiquer les mouvements que je vais lui demander de pratiquer. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle a pratiqué ces mouvements, et j'aime dire la plupart du temps immédiatement, c'est-à-dire qu'on va pratiquer un premier mouvement et on va demander à la personne de réobserver, est-ce que ça vous aide? Oui, non, oui, eh bien continuez, non, trouvons autre chose. On va pratiquer un deuxième mouvement, est-ce que vous aide? Oui, non, c'est extrêmement simple l'IMP. La personne va décider, va d'abord identifier, voilà ce qui se passe en moi,
Ah, j'ai des tensions. Je ne savais pas que droite, gauche, haut, bas, avant, arrière, ah, mes yeux, mes oreilles, comment je tourne la tête, ma posture ceci, ma posture cela. Et puis évidemment, vous savez très bien qu'on va faire toutes les observations de réflexes archaïques, de réflexes de vie, du visage, de la naissance, etc. On va regarder un peu tous ces mécanismes qui sont les mécanismes fondamentaux de notre fonctionnement, qui sont nos briques de base, notre alphabet du mouvement, comme disait Bonnie Belbridge Cohen. Et donc si je n'ai pas pu mettre en place, enfant, ces mécanismes de base, eh bien il me manque des briques dans mon développement. Donc mon mur est fabriqué va pas bien tenir. Donc ça va être majeur. Et ça, ce sont des observations qu'on fait avec la personne. Hein, comment vous sentez ce mouvement-là, qu'est-ce qui se passe, mettez-vous debout, mettez les bras tendus devant vous, et puis maintenant tournez la tête sans bouger les bras. Puis les gens se rendent compte, je ne peux pas le faire. Ah, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours quand je veux écrire? Pas étonnant que j'arrive pas à écrire droit sur la ligne, etc. Donc là, il y a énormément de choses. Et puis ensuite, on propose un premier mouvement, et puis on se remet debout, tourne la tête sans bouger les bras. Ah, maintenant j'y arrive, super, continuez ça, c'est bien. Vous voyez? Genre, vous voyez un peu l'idée du truc, c'est l'observation. Alors, juste pour terminer avec cette histoire d'observation, Gail Denison a repris à son compte cette notion d'observation, ou plutôt d'observateur. Tout ce dont je viens de parler avec cette notion d'une pré-observation, un mouvement et une post-observation, c'est le fondement de l'éducation kinesthésique et du brain gym, et ils appellent ça pré-activité, parce que cette observation initiale, c'est toujours un mouvement qu'on peut évaluer, donc ça s'appelle pré-activité, menu, et post-activité. J'aime bien cette idée de menu, parce que c'est comme un peu au restaurant. Est-ce que tu as une petite faim, une grosse faim? Bon, je vais prendre une salade et puis on verra après. Et puis, est-ce que tu voudras un dessert? On va manger ça, on verra après. Donc le menu, c'est je vais faire un choix et puis on verra après si fromage ou dessert, fromage et dessert, etc. C'est exactement ce qui se passe ici. Donc ça, c'est les fondements du brain gym. Mais le brain gym, c'est une toute petite partie de ce qu'on appelle l'éducation kinesthésique des Denison. Et dans l'éducation kinesthésique des Denison, nous trouvons, entre autres, un cours qui a été créé, conçu par Gail Denison. Je sors de la route en quelques secondes. Et qui s'appelle les cercles de vision. Et dans les cercles de vision, on passe pendant le stage qui dure 4 jours par 8 cercles de vision. Et on a un cercle par demi-journée, donc 3 heures par cercle sont explorés à peu près. Et c'est une sorte de voyage. Et il y a un grand voyage de découverte, c'est un cours absolument génial que j'ai adoré enseigner régulièrement, c'est un cours fabuleux. Et le premier de ces 8 cercles, et c'est pas étonnant que ça commence par là, s'appelle l'observateur. Voilà. C'est-à-dire que je ne peux rien faire dans le reste du stage, ou je peux de toute façon pas apprendre si je ne suis pas dans mon observateur. L'observateur, c'est cette capacité à recevoir, à accueillir, à prendre des informations. Et tout dans la vie se passe à partir de là. Plus je développe ma capacité d'observation, plus je suis un bon observateur, pour employer les mots du début de cette présentation, un bon pisteur, et bien plus j'ai d'informations sur ce qui se passe dans mon environnement, sur les gens avec qui j'interagis, sur l'analyse de ce qui se passe dans la société, dans la nature, etc. Et désolé. Et plus j'ai donc d'informations, et plus je peux faire des choix à partir de là, prendre des décisions. Donc cette notion d'observateur est majeure. Et donc ça, c'est au cœur de l'éducation kinesthésique, et c'est littéralement, évidemment, au cœur de l'intégration motrice primordiale, c'est cette compétence d'observation. Rien ne peut se faire sans développer l'observation. Et j'insiste, et je clôture cet épisode par ça, par l'observation, moi en tant que professionnel avec la personne, et d'enseigner les techniques d'observation à la personne. Et ça, c'est sans doute notre mission la plus importante. Et c'est une mission qui m'importe beaucoup en travaillant avec les enfants, ou les personnes âgées, ou les sportifs, ou les musiciens, ou en fin de compte avec tout le monde. C'est qu'est-ce qui se passe là quand tu fais ça? Ah, j'avais pas conscience, il se passe ça dans mon corps, il se passe ça dans ma respiration, il se passe ça dans ma posture, il se passe ça dans ma tête. Et maintenant, si on fait ça,
Est-ce que ça change quelque chose? Oui, non, c'est aussi simple que ça. Est-ce que tu veux plus de ça ou quelque chose d'autre? Et voilà. Et donc c'est pour ça que ça m'étonne, des gens disent ouais, l'IMP c'est compliqué et tout. Non, si vous cherchez à tout comprendre intellectuellement, ça va être très dur. C'est très vaste l'IMP. Il y a beaucoup de choses. C'est une grande synthèse de plein de choses. Donc si vous pensez que vous devez jongler et maîtriser tous ces aspects-là, c'est comme jongler avec beaucoup de balles, ça devient très compliqué. En revanche, si on fait confiance à nos sensations, si on fait confiance à ce que ressent la personne, là ça devient très facile. Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui se passe en vous quand on fait ça? Et puis voilà. Et ça va donner un outil à la personne pour mieux gérer ce qui se passe dans sa vie quotidienne. C'est quand même assez incroyable. Merci beaucoup pour cet épisode, pour m'avoir écouté durant cet épisode, et je vous dis à très bientôt.